Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 21 janvier 2025. Alors aujourd'hui on continue avec les résultats qui vont arriver. Au niveau des chiffres macro, pas de gros changements, toujours sous l'investiture Trump avec les nouvelles annonces aussi qui impactent un peu certains secteurs. On l'a vu notamment sur l'automobile et sur l'offshore éolien qui est pas trop la tasse de thé de Trump, hein, qui va plutôt toujours jouer la dynamique pétrole, donc forcément on a quelques baisses sur ces secteurs-là. Juste un petit point avant de commencer sur les résultats. Euh, Aujourd'hui, on devrait avoir Netflix dans la soirée. On a eu 3M qui a donné des résultats plutôt positifs, hein, par rapport à ce qui était attendu. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ce soir, normalement, Netflix, ça sera intéressant aussi. Demain, on aura Abbott Laboratories, hein, une grosse pharma aux États-Unis, et Johnson Johnson. Et jeudi, on aura des belles valeurs françaises parce qu'on aura Interparfum, Pierre et Vacances et Seb. Et on pourra en reparler dans les actions. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est dangereux et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Les indices étrangers avec en Chine, le CSI 300, on le voit, hein, le petit rebond sur toujours la lancée des bons chiffres chinois, hein, notamment le PIB qui était revenu en hausse. Donc on commence peut-être on peut espérer arriver au bout de cette séquence qui dure quand même depuis un moment, parce que c'était septembre, hein, l'annonce du plan de relance chinois où boum, on a explosé. Ensuite on a rendu plus ou moins selon les marchés, et puis on en est là depuis un moment, hein, depuis octobre en gros. Donc on fait pas grand chose. Est-ce qu'on va continuer cette dynamique? Un peu de volume, ça peut être intéressant aussi de voir qu'on se réintéresse aux actions chinoises. Sur le Dow Jones Shanghai, on est toujours à peu près dans la même dynamique aussi. On a rendu beaucoup moins, donc c'est un peu plus intéressant. On va en profiter, tiens, pour regarder l'Inde. Parce que l'Inde, on l'a vu, hein, notamment dans la dernière vidéo avec la Chine, ça reste probablement un des marchés les plus importants en termes de croissance dans le monde. Quelques exceptions près, mais sur les gros marchés, c'est l'Inde, hein, qui va viser plus ou moins 7%. Il y a quand même une conso qui commence à durer, mais on se rapproche d'un support intéressant, hein, sur le marché indien. Il faudrait peut-être, si on veut rentrer, attendre ces cassures-là. Donc là, on est ici, cassure de moyenne à 20 ou cassure d'oblique court terme sur la consolidation pour rentrer et pour relancer, parce que le marché indien n'a pas vraiment de raison de péricliter. Donc la conso, elle est normale parce qu'on a fait une grosse hausse. On surveille les niveaux, on surveille le rebond, et c'est peut-être quelque chose à accompagner. On regarde le RSI, la MACD. Le RSI, on est tout proche des 30 depuis un moment. La MACD, on est bien, hein, en territoire négatif. On attend juste l'inversion de tendance pour lancer justement ce rebond. Alors est-ce que ce sera le bon, ou est-ce qu'il y aura encore quelques tergiversations avant le rebond? Mais oui, si on veut jouer l'Inde, si on veut jouer des marchés plutôt intéressants, il y a aussi les marchés émergents éventuellement, Corée peut-être un peu moins, mais l'Inde, quelque chose à suivre, et peut-être sur lequel se placer sur un rebond. Les marchés américains, évidemment. Alors au lieu du Dow, si on va regarder le Standard & Poor's pour une fois, avec les principales valeurs américaines, qui a comblé, hein, son gap sur l'élection de Trump le 5 novembre, et qui consolide super faiblement. Là aussi, c'est un signe de force. Alors les surprises, le principe, c'est qu'on les voit pas arriver. On peut toujours avoir une grosse baisse, mais a priori, on a plutôt une zone de force intéressante qui devrait déboucher une fois qu'on a eu cette longue consolidation sur un redémarrage, d'autant que Trump, avec son protectionnisme, quand même, est plutôt favorable, et surtout sa baisse, hein, sa politique de baisse des impôts des sociétés, et notamment des grosses sociétés. C'est ça qui nous intéresse dans le Standard & Poor's, dans la bourse. Alors ça dépend quel secteur vous jouez, mais la plupart des valeurs, c'est des grosses valeurs. C'est pas forcément un indicateur de la santé économique globale d'un pays. On va jouer les plus grosses. Quand vous avez les petites et les moyennes qui peuvent tirer la langue, les plus grosses, elles montent, elles font que monter. Donc il faut être capable aussi de voir la différence entre la bourse et l'économie globale,
parce que c'est pas toujours la même chose. Et donc sur le Standard & Poor's, oui, toujours plutôt favorable et haussier. Le Nikkei qui devrait remonter ses intérêts par rapport aux autres. Ça repart pas mal, le Nikkei, on le voit avec des petites phases de congestion, et puis toujours là, une sorte, on peut même en voir une autre ici sur des plus hauts comme ça. Très petit canal baissier, canal haussier avec des accumulations sur moyenne, et on le voit, toutes les moyennes sont rassemblées, donc là aussi plutôt favorable pour le Nikkei. Et on va faire enfin, tiens, on va faire l'Allemagne, ça fait longtemps qu'on l'a pas faite, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Alors, j'ai pas les. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine qu'il y a SAP notamment, qui est une des grosses valeurs, qui a aidé énormément le DAX en Allemagne, qui avait un peu baissé. Tiens, on va la regarder. Hop, SAP, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est repartie tout de suite, donc elle a pas, après sa petite conso, elle repart, donc ça explique, notamment, il y a quelques grosses valeurs là, comme ça qui surpondèrent aussi le DAX, et donc ça n'arrête pas. Et là on voit aussi la performance de ces valeurs-là, SAP c'est dans le secteur logiciel notamment, et quand on voit sur le CAC 40 notamment, on pense à Capgemini par exemple, ou d'autres qui sont un peu au tapis. Bah là, ces valeurs-là sont quand même dans un trend haussier plutôt acheteur. Donc si on est dessus, toujours rester évidemment. On va revenir au DAX. Toujours haussier. Il faudra que ces grosses valeurs et ces grosses capitalisations commencent à amorcer une dégradation. Et quand on connaît le niveau de l'Allemagne au niveau macroéconomique qui donne des signaux aussi pas terribles, mais là aussi, il faut faire la différence entre l'économie globale et les grosses entreprises, les très grosses entreprises qui tirent l'indice et qui sont pas forcément représentatives de la santé économique du pays. Donc là, on a le DAX qui va vers des plus hauts et l'Allemagne qui est pas forcément plus intéressante au niveau économique. Mais bon, c'est deux choses toujours un peu différentes. Et enfin, le CAC 40, on se rapproche ici des 7008, qui sera peut-être un peu vendu. Il y aura des chances parce que gap haussier sur gap haussier, parce que grosse poussée assez rapide, parce que résistance, et on pourrait s'attendre peut-être à des prises de bénéfices sur ce niveau-là. Pour de la construction, on est toujours plutôt favorable. Les catalyseurs, on l'a dit, c'est les résultats. On a quelques résultats sur les américaines qui arrivent. Les françaises aussi. Alors, on n'a pas encore de valeur du CAC. On va les avoir la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais là, ça va arriver. Et le luxe notamment pour confirmer ou pas les niveaux. Et on voit quand même qu'on revient sur des niveaux qui étaient les 7000 ici, qui ont été quand même bien achetés. Au pire, on construira entre les 7004 et 7008. Mais avec un CAC qui a un peu trop dévalorisé par rapport à d'autres valeurs, par rapport au DAX, par rapport au DO, par rapport à toutes les autres valeurs, finalement, c'est des achats qui se sont faits ici relativement à bon compte et qui devraient être intéressants sur le moyen terme. Et on a éventuellement sur certaines actions des trimestres ou des semestres qui vont être plutôt favorables par rapport au dernier. Donc en comparaison de base, on pourrait aussi avoir une continuation comme ça de la hausse des indices. On va regarder le CAC. Avec le luxe, toujours qui continue. Alors LVMH, on fait pas grand chose, mais ce qu'on voit, c'est qu'après le gap, on se maintient au-dessus. Donc plutôt là aussi un signal de force intéressant pour confirmer que le luxe, que la Chine, que tout le secteur va mieux, qu'il a été probablement trop vendu. Mais comme toujours, en bourse, qu'est-ce qu'on n'aime pas? On n'aime pas le manque de visibilité. Si on n'a pas de quoi faire les ratios, si on n'a pas de quoi calculer ce qu'on va avoir, ce qu'on va gagner, ce qu'on doit déduire, etc., on quitte le marché et on y revient après quand on est capable de voir ce que va faire la valeur, ce que va faire le secteur, etc. Même si c'est éventuellement intéressant ou non. S'il n'y a pas de visibilité, les gros investisseurs, ils quittent les positions. C'est ce qui s'est passé ici depuis le ralentissement.
Et on commence à retrouver des niveaux de rebond. Et là, ça se confirme petit à petit, notamment sur la Chine. Donc oui, le luxe devrait repartir. Alors, petit zigzag peut-être pour combler le gap ou pas, mais le but sur LVMH maintenant, c'est de toujours première pondération du CAC, juste devant Hermès. Alors Hermès, ils sont en train de remonter. On pourrait faire bientôt un point sur les grosses caps, les grosses pondérations du CAC et leur niveau. Mais oui, toujours première, LVMH, et qui devrait avoir probablement une année 2025, puisque si on prend le 1er janvier, on est où? On est ici, largement favorable. Alors, on a fait qu'un petit point. On a tellement perdu qu'on devrait aussi repartir Hermès. Moi je préfère Hermès parce que les chiffres sont meilleurs, parce que les marges étaient meilleures, beaucoup de choses qui étaient mieux. Alors oui, jouer un rattrapage sur des petits, des fois ça peut s'entendre. Moi je privilégie toujours les leaders, les gros, et puis il y a une raison pourquoi ils sont à cette place-là, pourquoi ils sont largement au-dessus de leur moyenne, pourquoi tout est ascendant, pourquoi ils sont sur des plus hauts historiques alors que LVMH non. Vous allez me dire on paye des niveaux plus chers, des PER plus chers. Mais on regarde les technologiques, les PER, c'est n'importe quoi, mais tout le monde les achète parce qu'on a de la visibilité, parce que ça descend pas, parce que tout le monde en veut. Sur le luxe, c'est pareil. Si on a des PER chers, c'est peut-être qu'il y a une raison, et c'est peut-être que Hermès a plus de visibilité, des marges meilleures, etc. Donc, moi, je privilégie quand même ce genre de valeur. Alors, éventuellement, là, on a quand même une zone de gap sur un point clé, notamment les plus hauts historiques du mois de mars. Ça serait bien qu'on ait un petit comblage. S'il arrive, il sera certainement à acheter et à payer, selon avoir le contexte du moment. Mais si on y revient, oui, ça pourrait être pas mal. Si l'or aussi, c'est toujours un peu une valeur luxe. Rien à dire sur Essilor, on est toujours haussier. C'est la valeur phare un peu de trend following ou de fonds de portefeuille qu'on peut avoir si on veut pas trop prendre de risques. Si on veut avoir une valeur, alors le rendement, je sais plus s'il est énorme, mais il y a du dividende évidemment, mais surtout c'est la croissance, la croissance plutôt continue et plutôt intéressante. Et dû au vieillissement de la population, donc toujours favorable également au niveau de ce qui marche pas. On l'a dit, Stellantis, notamment sur les droits de douane, parce que Stellantis ils construisent, je crois, ils ont des usines aussi au Canada et ils importent du Canada vers les États-Unis. Avec les droits de douane, ils pourraient être aussi pénalisés. Donc, le secteur auto, dont Stellantis, dont il y avait aussi Volkswagen, je crois, un peu de mal, les autres valeurs américaines aussi, finalement, à qui ça pourrait profiter? Déjà à Tesla, et puis on en avait parlé dans la dernière vidéo. Pourquoi Tesla? Parce que Tesla, même s'ils vendent pas que des... On va les faire tout de suite. Sinon, je vais oublier. Même s'ils vendent pas des véhicules électriques, même s'ils font pas des gros chiffres sur les ventes, ils peuvent gagner de l'argent autrement en vendant des crédits pour des droits à émettre du CO2, en quelque sorte des droits à polluer. C'est le CAFE ou CAFI, c'est une organisation un peu qui gère un peu les émissions des CO2 et qui soit donne des amendes aux constructeurs, soit récompense les constructeurs quand on n'émet pas de CO2. Et donc les constructeurs traditionnels qui vendent du thermique, les Renault, les Stellantis, même éventuellement les Américains, les Ford, s'ils vendent trop de thermique, ils se mangent des amendes. Donc ils sont obligés de vendre aussi des électriques, et s'ils peuvent pas en vendre assez, parce que pour l'instant le marché a un peu de mal, parce que c'est très cher et parce qu'il n'y a pas assez de subventions, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les subventions des États, ils ont été énormément rabotées. Donc le moyen de pas avoir d'amende, c'est éventuellement d'acheter des droits à polluer sur Tesla, parce que forcément ils ont que de l'électrique, donc ils ont chaque vente, c'est zéro émission. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer sur Tesla maintenant? Ça me semble toujours un peu tôt, parce qu'on est monté un peu haut, un peu vite, un peu fort, et qu'on aimerait bien que ça consolide gentiment avant de re-rentrer, notamment qu'on revienne en territoire négatif sur la MACD. Alors on n'y reviendra peut-être pas, mais acheter ça me semble un peu cher. Même si les perspectives, et là aussi la visibilité sur Tesla, elle semble plutôt intéressante, de par ce qu'on a dit juste avant, et l'accointance avec Donald Trump, mais oui, vaut mieux louper une action que acheter trop cher et puis être en moins-value pendant un moment.
voire ne jamais récupérer son dû, je pense. Donc plutôt attendre. Petite baisse sur Tesla. Je voulais regarder aussi quelques valeurs intéressantes, notamment sur les minières. On l'a dit, Eramet. Alors, Eramet, ça a été, ça a été une super ligne, notamment en 2024. J'avais fait un gros carton sur Eramet. Certains d'entre vous aussi m'avaient suivi ici. T'es parti, alors je sais plus, par là, autour des 70 pour attaquer les 100 et plus. Donc on avait fait une grosse perf sur Eramet, même avant je crois les 70. Et on a tout perdu. On est revenu même un peu en dégradation. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur Eramet, un peu avec le retour de la construction, de l'industrialisation, alors pas encore l'électrification, pas trop, mais l'économie qui repart bien. C'est des valeurs comme ça, minières, qui sont un peu au début de chaîne et qui devraient donner des signaux. Alors ça marche un peu mieux, notamment sur la chimie, mais sur les matériaux de base, comme ça, sur Eramet, les minières, ça peut être intéressant. Et puis là, techniquement, c'est un peu le bazar, parce qu'il y a plein de lignes, mais surtout c'est cette ligne-là, l'oblique, court terme, qui vient d'être cassée vendredi soir, confirmé hier et encore aujourd'hui. On a également un support ici, il est même plus là, 200 unités, là, qui était le plus bas. C'est pas celui-là, c'est le plus bas de juin 2021. On n'est jamais allé plus bas, on l'a frôlé, et puis avant on avait un plus bas ici à 56 qui avait été racheté. Donc on est dans cette zone-là, les 44-56 qui ont tenu, qui sont rachetés, et puis on le voit, le début de remontée. Alors c'est pas encore flagrant, mais il y a quelque chose. Et moi, ma préférée, notamment sur les minières, vous la connaissez, c'est Imerys. Elle est ici. Imerys, avec quelques échecs à chaque fois, notamment sur la moyenne à 200, mais on sent des grosses rentrées de volume ici. Le procès sur le talc qui a enlevé un peu une épée de Damoclès sur d'éventuelles sanctions un peu trop lourdes financières sur Imerys, et puis encore un rachat sur les mêmes niveaux ici, sur les 26-27. Donc pour moi, Imerys devrait enfin partir, débarrasser des problèmes juridiques, avec un retour de la croissance, et puis l'industrie qui va commencer à avoir besoin des produits d'Imerys. Ça devrait se voir sur les chiffres. Donc c'est le moment, je pense, de se mettre dessus. On a Bouygues aussi, on avait parlé sur Bouygues. Là aussi, c'est Eramet. Hop, il est où Bouygues? Il est ici. Cela dit, le graphe il ressemble énormément un peu à Eramet. La grosse consolidation, puis dégradation. Et c'est pareil, on casse mercredi. Et on confirme, et puis là on va chercher carrément le support, celui qui était intéressant, où il y avait une zone de gap sur les 30. Donc depuis une semaine, on est positif sur Bouygues, et plutôt intéressé aussi par un retour de la construction, et des signaux qui sont achetés un peu favorablement partout dans le monde, et sur les secteurs construction. Donc là aussi Bouygues, après avoir énormément décoté, on était sur les 36, 27, donc on a perdu presque un quart de la valeur, 23%. On est en train de signifier la fin de la baisse sur Bouygues. On n'aura pas de reprise en V, c'est pas une technologique, mais toujours intéressant, si on est intéressé par cette valeur, de se placer maintenant et relativement tôt, après la confirmation de la fin de la baisse. On peut regarder aussi les valeurs qui vont donner leurs résultats cette semaine. Alors Interparfum, on avait parlé avec les membres, notamment, plutôt largement intéressante, que c'était une valeur à acheter. Alors a priori c'est jeudi 23 où Interparfum donne ses résultats. Donc ça va arriver vite. Et sur Interparfum, on a cette zone de gap qui avait été comblée fin novembre, et depuis qui est rachetée à chaque fois qu'on y revient. Et puis la petite congestion qui avait été cassée notamment vendredi dernier. Et puis là on confirme encore, avec une grosse journée à plus de 2%. C'est le luxe aussi, le luxe qui devrait être porté sur toutes les valeurs du luxe, dont Interparfum, qui a fait une grosse
des gros chiffres aussi avec la licence Lacoste et qui devrait continuer d'aller beaucoup plus haut parce que le premier signal il était par ici notamment et puis le problème c'était aussi la trésorerie, on en avait parlé, qui avait été un peu impacté par les déstockages qui devraient être un peu réduits en ce quatrième trimestre 2024. Donc sur les résultats qui vont arriver, Interparfums devrait être acheté. Également Pierre et Vacances qui donne ses résultats le même jour. Toujours favorable, hein, on l'avait dit aussi depuis le gap ici, début décembre. Gros gap, phénomène d'accumulation et on comble pas le gap. Alors même si on avait un chandelier rouge qui pouvait nous inquiéter, la séquence après, elle est largement favorable et elle est achetée. Donc derrière, ça monte, ça confirme. Et puis premier objectif à 1,6 hein, et puis surtout, peut-être pas là, les 1,8, 1,9 qui sont largement jouables aussi cette année en 2025, je pense, pour Pierre et Vacances. Et enfin Seb, hein. Seb c'est la valeur chinoise aussi qui est intéressante parce qu'elle vend énormément en Chine, parce qu'on a un rebond de la Chine et donc les valeurs qui vont avoir énormément de ventes en Chine, notamment sur la population, je trouve plus le mot, la classe moyenne en Chine. Et on a vu notamment la capacité d'épargne hein, des Chinois qui était super importante. Ça devrait aussi largement monter parce qu'on est revenu sur des zones d'achat un peu long terme et qu'on a eu le signal, la Chine se reprend, donc ça se rachète avec quelques volumes qui sont pas encore énormes, mais là aussi on a signifié hein, peut-être à mon sens la fin de la baisse avec ce rachat ici dans le carré bleu et puis le comblage de gap sur les 89, donc toujours haussier également sur Seb. On peut voir avant de finir. Exxon, toujours haussier sur Exxon. Hein, on l'avait pris, alors je crois que c'était ici, autour des 107, 105 par là. Elle est toujours en train de monter. On a dépassé les 110. L'objectif peut-être d'aller toucher le support à 114 hein, ou la moyenne à 200. Mais on le voit que malgré on a une petite baisse hein, du pétrole, Exxon elle s'en sort bien. Et éventuellement pour jouer le moyen long terme, ça peut être intéressant parce que Exxon c'est une de celles qui a le plus de trésorerie et qui pourrait faire des acquisitions éventuellement cette année. Et toujours avec un repositionnement sur les sites qui coûtent, qui ont un coût relativement faible, donc Exxon qui avait un peu trop baissé, un peu trop corrigé avec la dynamique Trump et pétrole, ça méritait pas hein, cette correction, donc plutôt acheteur. Sur le court terme, on se posera des questions assez prochainement hein, sur les 114 ou même maintenant si on revient un peu dans le canal haussier, mais à moyen long terme, je pense que ça reste intéressant d'être sur Exxon. Et on va finir avec les valeurs abonnées. Il n'y en avait qu'une, je crois. Celles-là, on les avait déjà faites. Delta Plus Group. Alors, moi, ça me gêne un peu parce que les volumes, quasiment rien. Hein. Il y a 500 actions échangées à 50 € l'action. 2500. 25 000 € échangés, c'est pas grand chose. On est baissier hein, toujours sur Delta Plus. Alors c'est dans les équipements, hein, notamment équipements de protection individuelle et collective pour les professionnels. Donc là aussi peut-être le rebond construction pourrait aider, mais le graphe il fait assez peur. Le rebond est intéressant et c'est vrai qu'il se regarde parce qu'il est très fort, mais là aussi il n'y a pas de liquidité, donc ouais. Faudrait plutôt voir les fondamentaux et acheter les fondamentaux sur une valeur comme ça parce que moi les rebonds comme ça qui sont illiquides, j'ai du mal à y aller parce que on peut avoir des continuations de baisse parce que là on est toujours baissier évidemment. On le voit, un test de moyenne à 200, échec, et puis après ça dégrade. Donc plutôt prudent et plutôt non.
Les autres, il n'y a pas de gros changement. Si, il y a un gros changement sur Rigetti. Rigetti Computing, c'est quoi? C'est notamment dans l'ordinateur quantique, hein, puis là, tout ce qui est IA. C'est super volatile, il y a des volumes énormes. On achètera quand même plutôt quand on aura une baisse de la volatilité, parce que là, la phase un peu de retour à la normale, elle a été initiée ici, hein, sur ce gap baissier. Et je pense qu'il ne faut pas être pressé et vouloir rentrer absolument quand on a eu quand même des niveaux de progression qui sont stratosphériques. Plus 1130% en un mois et 15 jours, hein, forcément. Alors là, il y avait des fortunes à faire, mais maintenant, maintenant évidemment, hein, ça devrait plutôt baisser, plutôt être acheté beaucoup plus bas pour minimiser les risques. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ferai aussi bientôt une vidéo sur une valeur qui me semble super intéressante, qui pourrait partir prochainement aussi dans l'IA, qui est peut-être partie aujourd'hui, on verra. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai. Bon trade, à plus.